Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. 38 367, c'est le chiffre principal du recensement en principauté aujourd'hui. Le nombre d'habitants vient d'être annoncé avec cette année une toute nouvelle méthode de calcul pour les répertorier. On vous explique tout dans un instant, comme nous détaillerons le résultat de la grande consultation initiée par le Conseil national et son président Thomas Brezzo qui sera notre invité ce soir pour évoquer vos priorités, vos interrogations, vos préoccupations en matière notamment de mobilité, de logement, d'économie ou encore de santé dans un pays où 89% des participants mettent en exergue le bonheur de vivre ici. Plaisir également de recevoir le comédien, humoriste et pilote automobile belge Stéphane de Groot, tête d'affiche d'un Léger doute qu'il interprète en tournée en ce moment. Et nous intéresserons au déplacement du prince souverain à Singapour, placé sous le signe de l'innovation et de la coopération internationale, avec un passage aujourd'hui par la galerie d'art Culturi, avec une exposition organisée en soutien de la Fondation Prince Albert II. Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. L'enquête concernant le recensement en 2023 a été présentée à la presse aujourd'hui au ministère d'État. Et vous allez le voir, une toute nouvelle méthode a été mise en place concernant le recensement. Les explications de Christinda Petit-Tomel. C'est une première à Monaco. Dorénavant, le recensement de la population aura lieu une fois par an. Une nouvelle méthode qui présente deux grands avantages. La présentation des chiffres tous les ans et non plus tous les 8 à 10 ans, ainsi que la réduction des coûts financiers et humains liés à une enquête. On atteint ce chiffre en 2023 d'un peu plus de 38 000 habitants. C'est une augmentation qui est assez régulière par rapport au dernier recensement, plus de 3% par rapport à 2016. Le chiffre à retenir de ce recensement, c'est que pour la première fois, en proportion, les Monégasques ont la majorité relative dans le pays devant les Français. Effectivement, pour la première fois de l'histoire, les Monégasques sont passés devant les Français puisqu'on dénombre désormais 9 179 Monégasques contre 8 473 Français et 7 515 Italiens. Le rapport indique également une augmentation de la population russe à Monaco. En 2016, on comptait 749 ressortissants russes. 7 ans plus tard, on en dénombre 1199. À noter également une évolution concernant la situation familiale des résidents. Aujourd'hui, un habitant majeur sur 2 est marié et l'espérance de vie concernant les seniors est elle aussi en constante augmentation. Monaco n'échappe pas à la tendance, comme on l'avait observé depuis plusieurs années. La tendance de la population est vieillissante comme dans les autres pays développés. Un âge moyen qui n'a jamais été aussi haut. Prochain rapport donc de recensement en 2025 avec également la restitution d'une enquête effectuée en 2023 concernant les usages addictifs dans les lycées. Ce que veulent les Monégasques. Les élus du Conseil national ont dévoilé les résultats d'une grande consultation à l'échelle nationale. Les priorités, la mobilité, le logement, le travail ou encore le social et la jeunesse et la santé. Alors pour analyser ce que pensent les Monégasques aujourd'hui, Thomas Brezzo, le président du Conseil national, a accepté notre invitation dans nos studios du quai Antoine Ier. Et avec nous ce soir, le président du Conseil national, Thomas Brezzo. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Paco. Merci d'accepter notre invitation, c'est important. C'est une grande consultation que vous avez initiée, menée depuis la fin de l'été, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Au mois de septembre dernier, nous avons adressé cette consultation à l'ensemble de la population monégasque. Ça fait 7700 courriers qui sont partis sur la base des listes électorales, qui a permis justement aux Monégasques de répondre en nombre, hein, puisque le taux de participation est relativement important, puisqu'il atteint 38%, ce qui est au-delà des espérances. C'est beaucoup, 38%, hein? Oui, en général. Dans ce genre de consultation, bien sûr. Ce qui se fait dans les instituts de sondage, c'est qu'effectivement, un retour en 11%, c'est la moyenne, 14%, c'est une réussite. Là, on est à 3 fois le chiffre habituel, donc c'est plus qu'une réussite pour la France. C'est donc déjà un succès, cette consultation, au-delà de s'apercevoir qu'à Monaco, il fait bon vivre et que le bien-être est important.
Oui, alors c'était important parce que ce qui nous prouve que les gens avaient besoin de s'exprimer aussi. Donc c'est quand même intéressant de garder ce contact-là et d'avoir un retour d'information. Pour nous, c'est primordial de savoir nous situer dans la politique que l'on mène au quotidien. Et important aussi avec cette consultation de s'apercevoir qu'il y a des sujets qui fâchent un tout petit peu, de temps en temps, même beaucoup, certains, notamment la mobilité. Ça, c'est un vrai débat aujourd'hui. Que ressentent les gens? Est-ce qu'ils sont prêts à marcher un peu plus, de prendre des transports en commun, du bus gratuit? Qu'est-ce que vous avez relevé? Alors qu'effectivement, la qualité de vie apparaît comme la priorité pour les Monégasques. Avant la santé, avant la sécurité, le logement arrivant en 4e position. Mais effectivement, nous vivons à Monaco, nous partageons le quotidien des Monégasques et nous partageons les mêmes difficultés que ces derniers rencontrent, et notamment les problèmes de mobilité. Plusieurs solutions qui ont été avancées, hein, notamment la gratuité des bus qui a été reprise, les navettes maritimes, et l'amélioration du TER, mais aussi et surtout intramuros, c'est la mobilité douce et réduire les flux de circulation. J'imagine que dans ces consultations, on a parlé de péage urbain, de ce projet qui est presque un serpent de mer maintenant, de faire une sorte de métro entre Nice ou Cannes et Monaco. Alors le métro arrive dans les dernières solutions envisagées par les Monégasques, ce qu'on peut comprendre aussi parce que c'est un projet sur le long terme et qu'on ne le verra pas du jour au lendemain, mais oui, effectivement. Dans les préoccupations, il y a aussi l'économie. On s'aperçoit qu'on travaille plutôt bien à Monaco. Il y a peut-être il y a une satisfecit, bien sûr, surtout dans le privé. Il y a toujours la même chose, c'est-à-dire on n'est pas assez payé, on n'est pas assez considéré. Ça arrive aussi dans votre consultation? Non, au niveau des salaires, c'est plutôt les gens sont plutôt assez satisfaits. L'évolution de leur carrière aussi. Au niveau de l'économie, moi, ce qui est le plus frappant, c'est les difficultés que rencontrent les entrepreneurs dans le cadre des formalités de création. De créer une entreprise, par exemple? Ou de modification des entreprises. Nous avons pu constater les difficultés aujourd'hui, les délais qui sont nécessaires pour créer une entreprise. C'est un véritable parcours du combattant. Reste dans ce domaine, Thomas Brézot, la priorité nationale, qui est un vrai sujet pour beaucoup de Monégasques. Tout à fait. Alors il y a 2 tiers de personnes qui se trouvent satisfaites de la priorité nationale et qui pensent qu'elle est respectée. On pourrait penser que c'est un bon résultat, mais pour un principe qui est inscrit dans notre Constitution et notamment à l'article 25, je ne pense pas que ce soit le cas. Effectivement, il faudrait que le chiffre soit beaucoup plus haut en matière de priorité à l'emploi. C'est un constat qu'on partage avec les Monégasques qui viennent nous rencontrer au Conseil national de manière régulière, avec qui nous pouvons échanger, qui exposent leurs difficultés. Nous essayons d'agir. Donc nous avons entamé des discussions sur le sujet avec le gouvernement, notamment pour établir des critères plus objectifs, pour pouvoir vérifier si effectivement la priorité nationale est respectée. Bien respectée. 74% des Monégasques sont satisfaits de l'emploi déjà, hein, par rapport à ces préoccupations. Autre préoccupation, les commerces, et notamment, c'est un débat en ce moment, on ne parle pas que du marché de la Condamine, on parle beaucoup aujourd'hui d'une autre rénovation, celle du centre commercial de Fontvieille et ces commerces un peu désuets pour beaucoup. Alors justement, en rénovation, c'était une des options qui était envisagée, le fameux coup de peinture, une rénovation un peu plus consistante ou une véritable restructuration. Et c'est, je crois, à 46 ou 48% des voix que les Monégasques ont choisi parmi ces options-là. Et les 2 autres options étant à 24-27%, il me semble. Et à moindre coût. Des opérations à moindre coût, mais pour une durée équivalente de travaux, c'est une véritable restructuration qui est attendue. Je pense que le gouvernement a compris le message et est prêt à aller dans cette direction-là. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, l'évolution du commerce, l'évolution du mode de consommation fait qu'on ne va plus dans un centre commercial simplement pour faire ses courses. C'est un véritable lieu de vie, un lieu d'animation pour les enfants. Comme dirait Corinne Bartani, un lieu où il doit y avoir un cinéma moderne, un cinéma dernière génération, mais également un endroit où on peut se retrouver en famille, passer un moment. Ça va aussi vers le sport, hein, avec un pôle multi-attractif. Hein, Tout à fait, oui, avec notamment pour les jeunes, hein, des espaces pour pouvoir effectuer c'est important, ces commerces sportives. Dans notre préoccupation, il y a la santé. Ça revient éternellement, ces rendez-vous qu'on essaie de prendre chez des spécialistes, ça prend du temps. Il y a les urgences, il y a quand même plusieurs pôles, mais on voit qu'on a envie de construire une maison de santé à Monaco, par exemple. Tout à fait. Alors c'était l'une des promesses de campagne lors des élections de 2023. On s'aperçoit que la santé arrive en numéro 2 dans les préoccupations des Monégasques. 37%, oui. Mais avec des difficultés, effectivement, pour prendre des rendez-vous. Alors la qualité des soins est bonne, mais le temps nécessaire pour obtenir un rendez-vous est considéré comme beaucoup trop long. Donc c'est vrai qu'une maison de santé qui permettrait de réunir des spécialistes pour pouvoir obtenir des rendez-vous plus facilement est une nécessité. Et c'est vrai que si on doit prendre un rendez-vous chez un cardiologue et qu'il faut attendre 3 mois, ça peut être compliqué. Quand on voit les préoccupations des Monégasques, ça va nous pousser aujourd'hui à justement à mettre la priorité sur ce sujet-là. Un autre chiffre,
d'importance, bien sûr, c'est ce chiffre de 4/5 quand même de la population monégasque qui a répondu à cette consultation est favorable à la légalisation au recours à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un chiffre fort. C'est un chiffre important, 4/5, ça fait 80%, Oui. dont 67% sont très favorables à l'évolution de la législation en matière d'IVG. On savait que la majorité des monégasques étaient favorables au recours à l'IVG, à une légalisation de l'IVG en droit monégasque, mais le chiffre nous a quand même surpris par son ampleur. Alors c'est une question qui est assez délicate dans un pays qui est religion d'État catholique, mais la principauté de Monaco évolue avec son temps et le reflet d'une société moderne doit avoir un droit qui est conforme à l'évolution de la société. Donc c'est vrai que des solutions doivent être trouvées, c'est pas simple dans le compte tenu du contexte, mais nous allons y travailler en prenant le temps de la réflexion, en consultant l'ensemble des parties concernées pour arriver à une solution équilibrée. Mais comme je l'ai indiqué hier soir, et je m'y engage au nom du Conseil national, c'est de déposer une proposition de loi tendant à permettre d'avoir le recours à l'IVG en principauté de Monaco, avec l'ensemble de mes collègues qui le souhaiteront, qui pourront bien évidemment suivre sur ce sujet, mais c'est un sujet sur lequel nous allons travailler dans les prochaines semaines. Ça ne veut pas dire que l'IVG va être légalisé demain, mais c'est une des prérogatives du Conseil national, c'est-à-dire de déposer un texte de type proposition de loi, et ensuite ça sera au gouvernement de transformer ce texte ou non, et ensuite il y aura le vote, si c'est le cas, qui interviendra. Donc il faudra encore plusieurs mois pour y parvenir, mais je pense que c'est un début, et que si nous ne posons pas la première pierre à l'édifice, on n'avancera jamais. Donc je me suis engagé à ça hier soir, et je me tiendrai mes promesses. Quel regard des Monégasques sur votre Conseil national? Je note que 7 sur 10 ont une opinion favorable. C'est plutôt bien ou c'est pas assez pour vous? C'est plutôt bien si on s'attache aux politiques des autres pays. Je pense qu'ils seraient satisfaits de ce chiffre-là. C'est pas mon cas. Je suis plutôt jusqu'au boutiste, je suis plutôt un certain franc-parler. Et je pense qu'il y a des efforts à faire, notamment sur la connaissance des travaux qui sont faits par le Conseil national, parce que c'est en ça que cette étude nous intéresse. C'est qu'est-ce qui manque aux gens. Il y a un travail de présentation de la principauté de Monaco, il y a un travail éducatif à faire expliquer ce qu'est la principauté, faire connaître nos spécificités pour que nos homologues, lorsqu'ils ont des décisions à prendre et qui concernent la principauté de Monaco, puissent être au fait de ces spécificités-là et en tenir compte dans les votes qu'ils auront à prononcer et qui concerneraient la principauté. Et on essaye bien sûr d'être le meilleur relais, nous, ici à Monaco Info. Et on s'aperçoit que quasiment 50% des gens prennent l'information sur Monaco Info, beaucoup aussi sur Monaco Matin et sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. C'est important de faire passer tous ces messages, en tout cas. C'est important, parce qu'il prouve que vous faites du bon travail aussi, donc il faut vous féliciter. Merci. Vous êtes aussi le relais de notre travail et qui vous permet de nous le faire connaître. Donc, voilà, pareil, le mode de consommation de la télévision a changé au cours des dernières années. On n'est plus sur des émissions téléprogrammées aujourd'hui avec l'ère du numérique et autres. Et je pense que vous avez pris un bon virage, donc il faut vous féliciter là-dessus. Et cette étude le confirme aussi. Donc je pense que... On vous laisse travailler parce c'est un long chemin pour répondre favorablement à toutes ces interrogations. Merci Thomas Bretos venu chez nous sur Monaco Info vous exprimer et de détailler et décrypter tous ces chiffres aujourd'hui auprès de la population monégasque. Merci à vous. Merci Monsieur Paco, bonne soirée. Un entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur nos sites et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le déplacement du prince souverain en direction de Singapour et un éclairage ce soir sur la Cultury Gallery à Singapour même qui vient d'ouvrir ses portes à Ocean Grace, une exposition organisée en soutien à la Fondation Prince Albert II. Cette manifestation artistique met en lumière des œuvres alliant l'art et la sensibilisation environnementale, comme vous l'explique ce soir Vanessa Dessy, accompagnée d'Alexandra Marangoni. C'est une exposition qui met à l'honneur des œuvres célébrant la nature tout en sensibilisant à sa protection, un objectif en parfaite harmonie avec les missions de la Fondation Prince Albert II. Parmi les créatures exposées, Olivier Jude et Sylvie Laurent dévoilent des photographies sous-marines saisissantes. Leurs clichés non retouchés capturent la richesse des écosystèmes marins, soulignant à la fois leur beauté et la nécessité de les préserver. Le message que l'on véhicule depuis des années, déjà en partenariat avec la Fondation, c'est la préservation de l'environnement. Donc il y a 17 photos qui ont été choisies par le monde entier, en commençant bien sûr par les images de Monaco, puisque c'est notre identité, ensuite les images de la mer Rouge, de l'océan Indien, et donc ces photos représentent l'élément
humain au milieu de l'environnement naturel. Le message que l'on essaie de faire passer depuis plus d'une quinzaine d'années avec Sylvie, c'est de dire si on peut approcher le plus près possible ce qui est beau, c'est qu'on peut être mieux conscient de le protéger. C'est primordial parce que on voit bien qu'il y a un réchauffement climatique et on voit bien que l'eau est de plus en plus chaude et que les coraux s'abîment. Donc on espère qu'en voyant ces belles œuvres, on puisse faire quelque chose pour les protéger. Marcos Marin, maître de l'art cinétique et optique, présente ses sculptures emblématiques dont un hommage remarquable à Grace Kelly. Par ses motifs contrastés et illusions visuelles, l'artiste mêle abstraction et figuration, offrant une perspective originale sur ces sujets. L'exposition incarne une fusion entre créativité et engagement environnemental. C'est vrai que quelquefois c'est un challenge parce que j'ai fait des portraits. Comment le portrait pour remettre le bien-être de la planète? Je crois beaucoup que la force de l'art touche le cœur aussi des gens. Donc on a un message assez important à donner, toujours. Donc mon œuvre d'art, c'est iconographique, je travaille par rapport aux icônes. Cette expo, on a parlé de la princesse Grace et de l'actrice Grace Kelly et ses meilleurs amis. Toute une trajectoire de vie qui nous amène jusqu'aujourd'hui avec l'histoire de notre prince aimé et très engagé pour la planète, le prince Albert, la princesse Charlène. Et nous tous à Monaco, on est très, très plongés dans cet esprit. Toutes ces œuvres seront proposées lors de la soirée de gala de la Fondation Prince Albert II. Tous les fonds récoltés seront dédiés au financement des initiatives de la FPA2. Transformez votre vision en action. Ce samedi 30 novembre, le Méridien Beach Plaza accueille la première édition de Monaco Inspire, un événement organisé par la Jeune Chambre économique dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Ateliers interactifs, échanges, conseils en présence d'Éric Larchevêque et Catherine Barba, figure médiatique de l'entrepreneuriat, et Yann Sosso, leader de l'investissement à Monaco. Le vice-président de la Jeune Chambre économique de Monaco, Cédric Cavassino, aux côtés d'Émilie Flamin. Monaco Inspire est un événement qu'il faut lire dans les deux sens. À la fois, Monaco doit être inspiré par des éléments extérieurs, donc des mentors, nos keynote speakers qui vont venir, et également voir ce terme dans l'autre sens, c'est-à-dire que Monaco peut inspirer. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre en avant des sociétés de Monaco, qui sont des sociétés qui vont être dans des domaines d'activité qu'on a moins l'habitude de mettre en avant. Donc on a sélectionné 5 entreprises qu'on souhaite mettre en valeur. Donc on a Stage Vélo, on a Terrae, on a Seafurther, on a Coraliotech et on a Lagosta, qui sont des sociétés qui vont être particulièrement parlantes dans des domaines aussi divers et variés que l'industrie, l'agriculture urbaine, la medtech et tout ce qui est, on va dire plutôt agriculture également, aquaculture. Donc, dans cette journée, on a des personnes qui vont être de profils différents, des chefs d'entreprise, des salariés, des étudiants, des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises. Et chacun va pouvoir puiser de l'inspiration auprès de nos keynote speakers, auprès des sociétés qui vont présenter leur propre profil et leur propre histoire, et également à travers des ateliers qui vont reprendre un certain nombre de thèmes qui sont importants et primordiaux pour passer de l'idée à la commercialisation d'un projet. Le Monaco Press Club recevait hier Samuel Vuelta-Simon, le nouveau directeur des services judiciaires au Théâtre des Muses. C'est la toute première fois que le club accueillait un secrétaire d'État à la justice. Sur sa feuille de route, il y a la modernisation de la justice, son indépendance et qu'elle soit rendue dans des délais satisfaisants pour tous. Il a également évoqué la lutte contre le blanchiment d'argent et un fléau qui semble n'avoir aujourd'hui ni limite ni frontière, le narcotrafic. Les sports, et en basket, un nouvel entraîneur pour la Roca Team, c'est officiel. Vassilis Spanoulis est le nouveau coach de l'AS Monaco. Connu pour sa légendaire carrière de joueur, Spanoulis, entraîneur de l'équipe nationale grecque et icône du basket en Euroleague, était auparavant l'entraîneur du club de Peristeri Athènes, avec qui il a remporté la Coupe nationale et terminé 3e du championnat. En tant que joueur, Spanoulis a connu une carrière exceptionnelle. Il a remporté 3 fois l'Euroleague et fut champion d'Europe avec la Grèce en 2005. Sacré MVP en Euroleague, il a détenu également le record du meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par un certain Mike James, le monégasque. Le surnom de Spanoulis, c'est Kill Bill, qui lui vient de son instinct remarquable sur le parquet et son fameux pas de côté au moment de viser le fameux panier.
En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, il a conduit, on s'en souvient aussi, la Grèce jusqu'en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris. Alors, premier grand test pour lui et son équipe de la Roca Team, test grandeur nature pour le nouvel entraîneur, dès ce vendredi en Grèce face au Panathinaikos. Et puis cette très belle initiative créée par le programme One Team, le programme social de l'Euroleague de basket, la Roca Team organisait hier soir à la salle Gaston Médecin la première session avec plusieurs athlètes de Special Olympics Monaco. Ces derniers ont pu partager une session d'entraînement avec Mam Jaite. Reportage de Frédéric Elion et Olivier Bonello. One Team, une seule équipe, tous unis. Le programme social de l'Euroleague, conçu en partenariat avec Special Olympics Europe, permet de créer des échanges entre des joueurs de basket professionnels et des athlètes en situation de handicap. Plusieurs sessions seront organisées tout au long de la saison. À Monaco, première séance mardi soir à Gaston Médecin, autour du thème de la communication. La valeur du sport est toujours quelque chose de puissant, parce qu'en fait, du coup, échanger avec des personnes qui ont réussi dans le milieu professionnel, c'est important de pouvoir échanger. Et eux, ayant un handicap, ça leur permet peut-être de casser certaines barrières et de prendre exemple aussi, parce que du coup, il y a sûrement des exemples dans les échanges qu'il y aura ce soir à prendre, quoi. Mam Jaite, le pivot de la Roca Team, et près d'une dizaine d'athlètes de Special Olympics Monaco ont passé 1h30 ensemble sur le parquet. Un moment d'échange autour de la communication avec plusieurs mini-jeux, comme celui du dessin à l'aveugle, un travail d'équipe en duo. Il y a des airs en bas, en vert. Ce qui m'a plu, voilà, c'est les dessins, même je ne suis pas Van Gogh ou Picasso ou Cocteau, mais voilà. Place ensuite à une activité physique avec un parcours à réaliser à l'aveugle, toujours en duo, avec un guide et un partenaire à diriger pour marquer. Tout droit, stop, stop. Maintenant tu vas faire beaucoup d'appui à droite, sur la droite. Sur la droite encore. C'était une bonne expérience pour moi et j'espère de revivre encore avec d'autres joueurs. J'ai appris la communication, de savoir communiquer avec les personnes, et c'est que du plus pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qui va te servir justement toi pour tes prochaines compétitions en tant qu'athlète, tu penses? Oui, je pense dans le futur, oui. Voilà, je viens tous les matchs, donc je suis super contente et j'ai adoré faire le truc de basket avec Ma Jaite et j'étais super contente. On peut avoir tendance à penser qu'on fait du sport et ça se limite à nos matchs, perdre, gagner, etc. Et ce genre d'événement, ça nous permet de nous faire prendre du recul énormément sur le fait que, oui, il y a, entre guillemets, notre situation, les enjeux, etc. Mais au-delà des résultats tout court, il y a l'impact qu'on a sur les gens. Et si on peut donner cet espoir, donner des sourires, du partage. Je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont sentis impliqués sur tout le temps de la séance. Commencer avec des sourires, finir avec des sourires, je pense qu'il n'y a rien de mieux et c'est parfait. La session s'est terminée par un concours de lancer franc suivi d'un mini-match tout-terrain avant de conclure, bien sûr, par un cri de ralliement bien connu à Gaston Médecin. Direction Dubaï à présent, où sera lancée dans quelques jours la nouvelle saison du circuit mondial de rugby à 7, le HSBC Sevens. Nous y retrouverons notamment avec l'équipe de France, le natif de Monaco et champion olympique Antoine Zegdar, mais aussi des équipes de la Principauté qui participeront, elles, à des tournois parallèles. Émilie Rousseau, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial à Dubaï avec Sylvain Péromal. On peut dire, Émilie, que la Fédération monégasque de rugby sera grandement représentée sur le terrain. Oui, avec pas moins de 3 équipes. Les Monaco Impies, vainqueurs de l'International Open de l'Emirates Dubai 7 l'an dernier. Les Monaco Impies, développement composé de joueurs de la Fédération monégasque et de l'AS Monaco Rugby. Et puis une équipe de moins de 16 ans venue vivre cette expérience hors du commun. 3 équipes qui ont pour point commun de bénéficier du soutien de la Fondation Princesse Charlène. Sans mauvais jeu de mots, c'est la mecque du rugby à 7. Donc là, on a quand même 26 joueurs qui sont issus de Monaco, qui vont voir des matchs en live, qui vont vivre un tournoi aussi en jouant. Je pense que dans la globalité, le projet ne peut coller au maximum à la réalité du terrain.
Arrivés lundi dans la nuit à Dubaï, les 3 équipes ont effectué leur premier entraînement ensemble. Une belle image d'unité et de partage, de cohésion et d'esprit d'équipe. D'un côté la jeunesse, de l'autre l'expérience. Pour ces joueurs de moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby, l'aventure est unique. On a une chance incroyable d'être avec eux. Enfin, c'est des joueurs, ils font des tournois à l'international. Enfin, c'est des stars, enfin, c'est des très grands joueurs de rugby à 7. Et on a la chance de les côtoyer dans l'hôtel. Et même des fois, ils nous lâchent quelques petits mots. Enfin, c'est touchant. Enfin, je sais pas, ça nous donne un ressenti comme avoir une fierté. Enfin, on porte le maillot de quelqu'un qui... Enfin, on porte le maillot important qu'eux aussi portent le même. Enfin, c'est assez important. Alors que les moins de 16 ans joueront face à des clubs de Dubaï et d'Abu Dhabi, leurs aînés retrouveront les terrains de l'Emirates Dubai 7. Après leur titre obtenu l'an dernier au tournoi International Open, cette année, les Monaco Impies concourront dans la division supérieure en Open avec une équipe qui a créé des liens. Première fois où on joue dans cette division. Et c'est vrai qu'on a un peu les souvenirs de notre première édition il y a 6-7 ans, 7 ans. C'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs, de revoir des visages avec qui on a commencé. C'est important et c'est ce qu'on discute entre nous. On a vraiment ce sentiment de redécouvrir un nouveau tournoi et de redécouvrir quelque chose de nouveau. C'est toujours des émotions qu'on adore. Et pour la première fois de leur histoire, les Monaco Impies seront représentés dans 2 tournois. La formation baptisée les Monaco Impies Développement, composée de joueurs de la Fédération monégasque de rugby et de l'AS Monaco Rugby, se mesurera à l'International Social de l'Emirates Dubai 7. C'est les copains, ça fait 10 ans que je joue avec des mecs ici, donc jouer à Dubaï avec les potes, c'est énorme. Et après là, on va jouer avec des mecs de l'ASM, donc des nouvelles connaissances, des nouveaux joueurs et tout. Donc non, là je pense qu'on a une bonne équipe, ça va envoyer je pense. Une délégation monégasque de 36 joueurs en tout venus en force donc à Dubaï. 3 équipes qui ont les mêmes objectifs, ceux de porter haut les couleurs de la principauté et de la Fondation Princesse Charlène et de ramener une coupe à la maison. Pendant 15 jours, 2 enfants réunionnais venus de milieux très modestes ont l'occasion de vivre un voyage de rêve en métropole. Et aujourd'hui et demain, leur road trip passe par Monaco. Ce matin, ils ont pu visiter le Palais Princier et assister à la relève de la garde. Un voyage offert par l'association 1000 sourires qui a pour objectif de parrainer des enfants réunionnais en leur offrant des moments d'évasion et de découverte. Et c'est l'association Les Enfants de Francky qui s'est occupée de cette escale monégasque. Durant tout le séjour, un documentaire, Un incroyable Noël, est en cours de tournage. Il sera diffusé sur Réunion la première. Reportage, Arnaud Humbert et Émilie Flamin. Hier, ils étaient à Marseille. Aujourd'hui, ils sont à Monaco. Mais il y a encore quelques jours, Noam et Lila Rose n'avaient jamais quitté leur île. Depuis leur arrivée en métropole, ils vivent un véritable rêve. J'ai fait de l'hélicoptère, la Ferrari, et on est monté dans un yacht. Des activités d'exception pour ces enfants venus de milieux très modestes. Pas tous les enfants gagnent ça dans la vie. On a eu de la chance. J'ai eu de la chance que j'ai eu cette chose-là. Et ce matin, c'était donc la visite du Palais Princier, de la cour jusqu'à la chapelle, en passant par la citerne et même par les cuisines. Un rêve pour Noam qui aimerait devenir cuisinier. Il y avait des cuisiniers très forts et il y avait la princesse avec nous. Et au début, avant qu'on visitait la cuisine, la princesse, elle nous a fait une surprise. On l'a vue, on l'a fait la bise et tout, et câlin. Après ça, quand on a visité la cuisine, il y avait comme des petits ronds et il y avait des légumes dedans, c'était très bon. Ça me rend très heureux de faire ces activités parce que j'ai jamais fait de ma vie. Des moments de bonheur et d'évasion pour ces enfants qui ont été rendus possibles par l'association 1000 sourires, soutenue par l'organisation monégasque Les Enfants de Francky. L'objectif, c'est de prendre 2 enfants. Dans 15 jours, on transforme la vie d'un enfant. Nous, on est à 10 000 km, c'est très loin. On n'a pas les moyens de communication, de transport que vous avez ici. Donc, en 15 jours, cet enfant, il va revenir, il va être complètement transformé. Et on le sait, puisqu'on a amené plus d'une centaine d'enfants dans ce genre de voyage. Et ils disent tous, vous voyez, ils ne connaissaient même pas 15 jours avant que ça existait, la France, un grand pays, etc. Et ils disent tous, ah ben quand je serai grand, je voudrais venir travailler ici. Oui, voilà. C'est ça qu'on va semer dans la tête des enfants, au-delà du rêve de Noël. En décembre, l'association 1000 sourires parrainera son 13 millième enfant pour encore un sourire de plus.
En représentation au Théâtre Princesse Grasse pour sa dernière pièce, Un léger doute, le comédien, le réalisateur, l'artiste, l'humoriste belge Stéphane de Groot a bien voulu s'arrêter quelques instants sur son actualité du moment. Bonsoir Stéphane de Groot. Mais bonsoir à vous, plaisir d'être là. Hein. Bon, vous connaissez sur plein d'aspects bien sûr, hein, dans plein de domaines, parce que vous êtes évidemment comédien, auteur, et là vous êtes metteur en scène en ce moment. Oui, enfin, c'est parce qu'il manquait quelque chose, donc je me suis dit que ça allait faire ça un plus. En tout cas, c'est votre première mise en scène, vous la présentez ici à Monte-Carlo, ça s'appelle Un léger doute. C'est qui oui, mais doute c'est surtout, c'est pas tant que c'est ma première mise en scène, parce que je suis avec Jérémy Lippmann sur différents aspects de la mise en scène, mais c'est surtout que c'est ma première pièce en tant qu'auteur. En tant qu'auteur, d'accord, en tant qu'auteur. Et ce léger doute, justement, qu'on a tous ensemble, il est plus pour les acteurs ou il est plus pour les spectateurs? Le doute, il est pour tout le monde, le doute, je l'espère. Il est sain de douter. Vous ne pensez pas? Oui, moi je doute toujours. En plus, je vous ai vu dans une pièce à Paris il y a quelque temps qui s'appelait Qui est Monsieur Schmitt, et j'ai beaucoup douté aussi. Ah ben oui, c'est un doute permanent. Mais c'est bien parce que c'est une quête. On cherche la vérité, j'allais dire. Mais est-ce qu'elle existe, la vérité? En tout cas, on cherche, on bouge, on est en mouvement. C'est ça qui est important. C'est intéressant quand même de plonger le public dans un énorme doute et de réfléchir ensemble quelque part. C'est une pièce dans la pièce. D'autant plus que dans l'écriture, pour moi, je considère qu'il n'y a pas de public. C'est ce que je dis à mes camarades de scène, qu'ils jouent devant personne. Et eux me disent, bah non, ils sont tous là. Et c'est tout l'enjeu de la pièce. Donc, en fait, le public qui est là, évidemment, joue avec nous. Et donc, c'est assez ludique. Et il fait partie de la pièce. Ça devient un acteur à part entière, le public. Un acteur à part entière. Comment ça vous est venu cette idée? Parce que vous avez écrit assez vite, finalement, cette pièce. L'idée m'est venue pendant le Covid, où je me suis dit, mais au fond, s'il n'y a plus personne pour regarder les comédiens et les comédiennes au théâtre, qu'est-ce qu'on devient? Quel est notre statut? Plus grand-chose. Et donc de là est née cette pièce où je l'ai imaginée donc devant une salle vide. Et l'idée c'est de se dire, mais que sommes-nous s'il n'y a plus personne pour nous regarder, pour nous profiler? Vous êtes seul sur une île déserte, vous ne savez pas si vous êtes grand, petit, intelligent, drôle. Et je suis parti de cette idée-là. Et puis j'ai brassé plein d'idées existentielles sur est-ce qu'on est là, est-ce que le présent est là, est-ce que cette caméra existe, est-ce que ce micro ne serait pas une tulipe? Et cette télé existe, hein, je vous rassure, hein, Monaco Info, ça existe bien. Mais c'est ça votre, j'allais dire, le fond de cette pièce, c'est toujours de s'interroger un peu sur tout, sur la vie aussi. Absolument. C'était le bon prétexte pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me pose. Donc évidemment, je n'ai pas de réponse. Donc je continue à me poser des questions. Ça me rassure. Parce que du coup, ça nous permet de rester curieux longtemps. Et puis surtout, ce sont des questions assez existentiel que je convoque, mais tout ça avec beaucoup de comédie et avec une distribution qui me réjouit parce que les personnages qui s'animent sur cette pièce sont absolument formidables. Oui. C'est une bande de copains quelque part aussi qui se retrouvent? Alors oui, on se connaît bien. Constance Dolé, qui joue ma femme, je la connais depuis très longtemps. On a tourné ensemble. Pascal Demolon, on a tourné ensemble. Anne Benoît, on a tourné ensemble. Et j'aime bien travailler avec des gens que je connais, que j'aime. Et du coup, il y a une complicité particulière qui peut se produire sur scène, en dehors. Et comme on est en tournée, là, c'est toujours joyeux de se retrouver dans différentes villes de France, de Suisse ou même de Belgique. Et à Monaco, bien sûr. Il y a toujours un parfum. Bien sûr. Oui, il y a toujours un parfum particulier d'être en tournée. C'est pas du tout pareil que quand vous êtes en résidence, quelque part, que ce soit en Belgique ou en France? Non, c'est différent parce que vraiment le public est différent d'un soir à l'autre. Ce sont des mentalités différentes en province. En Suisse, c'est très différent de la Belgique. La Belgique est très différente d'une ville française dans le sud ou dans le nord. Donc c'est vraiment très particulier de découvrir chaque soir un public différent. Ça nous permet aussi de redécouvrir chaque soir la pièce avec un peu plus d'originalité. Et puis le plaisir de la tournée, d'aller dans les hôtels, d'aller dans les restaurants, de retrouver les copains. Mais Monaco, ça fait longtemps que je viens. Donc c'est une étape un peu particulière pour moi. J'adore venir ici. On le disait tout à l'heure, comédien, réalisateur, humoriste, metteur en scène, acteur. Vous n'arrêtez pas à la télévision, bien sûr, on vous a suivi pendant des années. L'écriture d'ouvrages aussi. Comme Au Bizarre, pour terminer, j'aimerais qu'on arrête là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça vient juste de sortir. Hein. Le livre, c'est une petite pastille qui passe tous les soirs après le journal de France 2. C'est une revisite de pas mal de tableaux en fonction d'une thématique. Et je réécris ce qu'on peut voir dans ces tableaux. C'est une animation de 2 minutes. Et ouais, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Parce que, en fait, quoi que j'entreprenne, tout est complémentaire, mais tout est relativement différent. Là, je suis en train de travailler sur l'écriture d'un prochain livre, une autobiographie. Et en même temps, je suis en train de répéter une prochaine pièce
que je vais jouer à partir de mi-janvier au Théâtre Édouard VII à Paris, La Vérité de Florian Zeller. Ah, pas mal. Vous êtes un homme occupé finalement, Stéphane de Groot, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais quand même. Disons que je m'occupe. Vous occupez. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Monaco Info. Vous savez, chez vous, bien sûr ici, et notamment au Théâtre Princesse Grace. Bonsoir à vous en tout cas. Merci. La direction des affaires culturelles propose en ce début du mois de décembre un programme dédié à la musique baroque et accueillera tout d'abord le 3 décembre l'ensemble La Sportelle à l'église du Sacré-Cœur et puis 2 jours après, le 5 décembre, l'ensemble Concerto Soave à la chapelle de la Miséricorde. Et en ce mercredi soir, plaisir de retrouver Crisinda Petit-Homel avec ceux qui font Monaco et ceux devant une adresse plutôt gourmande visiblement. Dans Ceux qui font Monaco, nous avons décidé aujourd'hui de vous emmener à une adresse incontournable en principauté, notamment durant la période de Grand Prix, puisqu'ici, le champagne coule à flot et pas seulement sur le podium. Créé en 1999 par un épicurien et un restaurateur de la principauté, Cave Gourmandise aime les bons produits, comme nous l'explique le propriétaire des lieux. J'avais un restaurant à côté, la Dolce Vita, et on avait envie de promouvoir des produits un peu d'exception, surtout dans la gourmandise. Nous, on avait des produits, le parmesan, c'était des vaches rouges, c'était une spécialité rare ici. D'ailleurs, nous étions peut-être les premiers à faire le pata negra coupé au couteau. Donc, je me suis dit, bon, ça marche pas trop. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé la donne et on est devenu plus cave que gourmandise. Côté italien, on va favoriser tout ce qui est les grands crus du côté de la Toscane avec les Sassicaia, Tignanello et autres voisins. Aussi une préférence pour des Bordeaux en grand cru. On ira sur des Lafite Rothschild, des Mouton Rothschild, du Pétrus, l'incontournable, et d'autres un peu plus accessibles que sont Giscourt ou La Grange, qui sont parmi les vins qui sont les préférés de nos clients. Alors la Bourgogne, sur ces dernières années, ça devient un petit peu la ruée vers l'or. On a la chance, étant ici depuis 25 ans et en ayant un joli carnet d'adresses, de pouvoir toucher des vins sur allocation que les connaisseurs avisés nous demandent très régulièrement et qu'on a la chance de pouvoir acheter chez Cave Gourmandise. On a des vignerons un peu moins stars, un peu moins lumineux, on va dire, moins connus, mais qui travaillent tout aussi bien, voire mieux peut-être, ça dépend des goûts. On peut citer par exemple un petit vigneron du Languedoc qui nous donne 2 vins magnifiques, les Brunes et les Cresses, qui sont vraiment des coups de cœur pour nous chez Cave Gourmandise, mais aussi pour nos clients qui sont un peu devenus autant accros que nous à ces petits vins qui ne sont pas aussi prestigieux mais qui le sont tout autant dans le verre. L'histoire dit que c'est le nez du caviste qui va là où ça sent bon le bon vin, mais en vrai c'est beaucoup de recherche, de documentation, des salons principalement et quelques balades aux 4 coins de la France et d'Europe. Alors Champagne, une large gamme qui s'agrémente autour des fêtes de fin d'année avec des confections et des coffrets un petit peu plus festifs. Les spiritueux aussi, en ce moment une grosse tendance sur les tequilas. Également les coffrets whisky, l'incontournable des fêtes de fin d'année. Les budgets, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est ça qui est très bien chez Cave Gourmandise, c'est qu'on trouve de tout pour toutes les poches. Et pour les amateurs de bon vin, sachez que si vous avez une commande conséquente à faire, Cave Gourmandise se déplace puisqu'il propose de venir vous faire déguster les meilleurs crus chez vous. Et puis sinon, pour toutes les autres commandes, la livraison est gratuite à Monaco et dans les communes limitrophes. Et la météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous Crisinda. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et bien demain, le temps s'améliorera. Quelques nuages le matin, du beau temps l'après-midi, des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Et puis demain, nous souhaiterons une bonne fête au Jacques. Et ce matin, vous avez été très nombreux à poster sur vos différents supports d'incroyables photos du lever de soleil face à la mer. Des instantanés de votre horizon, comme une certaine vision de la Corse, de toute beauté. N'hésitez pas, comme vous l'avez fait en nombre encore aujourd'hui, à nous envoyer sur notre adresse email monacoinfo@gouv.mc vos plus beaux clichés.
Merci en tout cas de nous être fidèles. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.